Le nom est Suzanne Moreau, 75 ans, originaire des quartiers nord de Paris, née à Belleville quand la ville respirait encore les rues pavées et les échoppes de boulanger. Elle s'appelle aussi Grand-mère Sue pour les enfants du quartier, celle qui laisse toujours sa fenêtre ouverte, celle dont le café est offert au facteur en hiver. Son métier? Concierge, 43 ans dans le même immeuble rue des Trois Frères. Elle connaît chaque locataire, chaque respiration des murs, chaque secret suspendu derrière les portes. Mais il y a un secret que Suzanne ne peut plus porter. Son petit-fils, Marc, 17 ans, aspirant mécanicien, amoureux d'une fille du quartier, étudiant le soir. Un enfant de lumière dans un bâtiment gris. Un enfant qui n'aurait jamais dû croiser la route du groupe des Dix, un réseau de criminels qui depuis 5 ans gouverne le 18e arrondissement par la terreur, la drogue, les extorsions. Marc n'y a jamais touché, mais les frères Delacroix, chefs du réseau, l'ont repéré un jour dans la rue. Ils lui ont proposé du travail. Il a refusé. 3 jours plus tard, Marc gisait à l'hôpital Saint-Louis avec une balle dans la poitrine, victime d'une punition pour avoir osé dire non. Les policiers ont fermé le dossier en 2 semaines. Zone à risque, incident courant, manque de témoins. Les juges n'ont jamais convoqué personne. La justice institutionnelle avait fermé ses portes. Et Suzanne, cette femme de 72 ans à l'époque, cette femme qui payait ses impôts, qui priait à Saint-Pierre de Montmartre chaque dimanche, qui n'avait jamais même traversé la rue en dehors des clous, cette femme a senti quelque chose mourir en elle puis renaître. Pas de la haine. Non. Quelque chose de plus froid, de plus méthodique. Une clarté glaciale. C'est à ce moment que la légende a commencé. Paris la nuit est une cathédrale de silence et de peur. Les rues du 18e arrondissement respirent au rythme des dealers, des sirènes, des cris étouffés derrière les fenêtres closes. L'air sent le tabac froid, les frites d'hier, l'urine des ruelles où personne ne passe plus après 19 heures. Les lampadaires jaunes projetaient leurs ombres molles sur les façades défigurées par les tags, les numéros de téléphone, les marqueurs du territoire criminel. Suzanne connaissait chaque centimètre de ces rues. Elle sortait avant l'aube, à 5 heures quand la ville était encore vierge. Elle prenait son café seule à la buvette du coin, écoutait les informations à la radio, observait. Toujours observait. C'est comme cela qu'elle avait appris le nom de chaque criminel, le visage de chaque trafiquant, le lieu de chaque rendez-vous. Elle était invisible. Une vieille femme en manteau marron et foulard gris, le type qu'on ne voit pas, qu'on oublie instantanément. Les criminels du quartier, eux, vivaient dans l'illusion du pouvoir. Ils parlaient fort dans les cafés, ils riaient de la police qui ne venait jamais les chercher, ils se croyaient immortels. Ils occupaient l'espace comme des seigneurs médiévaux occupaient leur château, rue de Clignancourt, ils vendaient leur poison. Boulevard Rochechouart, ils collectaient les taxes de la terreur. Impasse Saint-Pierre dans les sous-sols, ils organisaient les combats clandestins et les jeux de hasard. Suzanne cartographiait tout cela dans son cahier, un simple cahier d'écolier qu'elle gardait sous son matelas, rempli de noms, de dates, d'adresses, de connexions. Elle ne dormait plus. Elle vivait dans une sorte de transe diurne, se mouvant entre le nettoyage des couloirs de son immeuble et la documentation silencieuse de la criminalité qui l'entourait. Ses mains tremblaient parfois, ses yeux s'enflammaient de fièvre. Ses voisins trouvaient qu'elle maigrissait, mais elle souriait toujours aux enfants, elle aidait toujours l'épicier à monter ses caisses. Elle était toujours Suzanne. 6 mois après la mort de Marc, un nouvel incident s'est produit. Une jeune fille de cette même rue, Leila, 16 ans, avait refusé d'être utilisée pour le trafic de drogue par le réseau. Comme Marc, elle avait dit non. Et comme Marc, elle avait payé. Pas une balle, une lame. Un jour de février, elle gisait à l'hôpital avec 40 et une pointe de suture sur le visage et le corps. Les médecins disaient qu'elle serait défigurée à jamais. Ce jour-là, à l'aube du 15 février, Suzanne s'est assise à sa petite table en formica bleu avec du café noir et un cahier neuf. Elle a pris son stylo de la main droite, une main qui s'était mise à trembler depuis 3 mois, et elle a écrit une liste. Pas une liste de courses, une liste de noms. 15 noms, les 15 piliers du groupe des 10,
plus 5 hommes clés qui les soutenaient. Les frères Delacroix, Vincent Ropard, le trésorier du réseau, Michael Serfati, le distributeur principal, Jean-Claude Mercier, le policier corrompu qui protégeait l'opération, Christian Gomez, le propriétaire de l'immeuble qui servait de base d'opération, et 10 autres les soldats, les lieutenants, les administrateurs de cette machine de mort. À côté de chaque nom, elle a écrit 3 choses. Le crime prouvé, le témoin silencieux, le lieu. Elle a fermé le cahier, elle a prié, puis elle a attrapé un vieux stylo bille noir et a écrit sur les murs du quartier. Pas des inscriptions ordinaires, des mots de justice. Sur le mur du lycée, 15 noms, 0 justice. Sur la porte de l'église, la vengeance appartient au silence. Sur la vitrine brisée d'une boutique fermée, chaque nom a un cadavre. Le symbole était né. Le symbole de Suzanne. Pendant 3 mois, Suzanne a travaillé avec la précision d'une chirurgienne. Elle n'a pas commis de violence. Elle a commis quelque chose d'infiniment plus dangereux. Elle a dit la vérité. Le premier nom sur la liste était Vincent Ropard. Elle a enregistré ses conversations avec un vieux dictaphone de la taille d'une brique qu'elle avait volé chez un antiquaire du 9e. Elle a capturé sa voix qui expliquait aux jeunes dealers comment monter une pyramide de trafic. Elle a enregistré quand il se vantait d'avoir mis une balle dans le gosse qui refusait. Elle a téléchargé ces enregistrements de manière anonyme aux autorités. Elle les a également postés sur les réseaux sociaux. En une semaine, les vidéos avaient 100 000 vues. Ropard avait disparu. Les autorités l'ont arrêté à Lyon. Il attend son procès maintenant, pose et réfléchit, quand la justice s'arrête aux portes, qui ose les franchir. Le deuxième était Michael Serfati. Suzanne a passé 3 semaines à documenter ses transactions. Elle a photographié les livres de compte qu'elle a trouvés dans le sous-sol de l'immeuble où elle nettoyait. Chaque transaction, chaque paiement, chaque profit du trafic. Elle a remis ces documents aux journalistes d'une station d'investigation. Serfati a été arrêté 2 mois plus tard. Les journaux locaux ont publié des articles accompagnés d'une phrase énigmatique. La lumière vient du silence. C'était la signature de Suzanne. Les criminels ont commencé à sentir le vent du changement. Ils ont entendu parler d'une vieille dame vengeresse. Certains pensaient que c'était une légende. D'autres commençaient à avoir peur. Le troisième était Jean-Claude Mercier, le policier corrompu. Il aurait fallu plus de temps, plus de patience. Suzanne a d'abord attendu, elle a écouté. Elle a collecté les preuves de ses arrangements criminels, les pots de vin, les protections accordées, les rapports falsifiés. Elle a trouvé des photos d'une réunion entre Mercier et les Delacroix dans un restaurant de banlieue. Elle les a envoyés à l'inspection générale de la police. Mercier a été suspendu 3 mois plus tard. Il y a maintenant une enquête formelle. Christian Gomez, le propriétaire de l'immeuble criminel. Suzanne a découvert qu'il achetait des propriétés avec des fonds en provenance du trafic de drogue. Elle a envoyé tous les détails aux autorités des finances. Aujourd'hui, l'argent est gelé, les propriétés sont saisies. Gomez est poursuivi, et ainsi de suite, un par un. 12 hommes arrêtés. 3 autres ont quitté Paris, abandonnant le quartier. Chaque fois, Suzanne laissait une marque. Une phrase écrite sur les murs, « La justice ne dort pas ». Un message glissé sous la porte du commissariat, les noms sont révélés. Un article anonyme envoyé à la presse, le silence a parlé. Le quartier a senti le changement avant même de le comprendre. Les dealers disparaissaient. Les petits trafiquants fermaient leurs boutiques. Les taxes de terreur cessaient d'être collectées. La peur qui avait dominé le 18e pendant 5 ans s'était inversée. Maintenant, c'étaient les criminels qui avaient peur. Les mères de famille commençaient à chuchoter dans les escaliers. « As-tu entendu? Ropard s'est fait arrêter. Ils disent que c'est une femme qui l'a fait. Une vieille femme, une concierge. » Les enfants inventaient des légendes. Ils parlaient de la reine de la justice, qui montait les escaliers la nuit, qui écrivait les secrets des criminels sur les murs, qui parlait aux autorités à travers des messages codés. Le prêtre de Saint-Pierre de Montmartre avait remarqué que Suzanne venait prier tous les matins. Il voyait ses yeux rouges, ses mains usées, sa tête qui s'inclinait dans une sorte de supplication permanente. Un jour, il lui a parlé. « Je sais ce que vous faites, Madame Moreau. Dieu le sait aussi. » Elle n'a rien répondu.
Elle a seulement continué à prier, les journalistes ont commencé à enquêter. Qui était cette personne anonyme qui exposait les criminels? Les enquêteurs n'avaient pas trouvé de réponse. Tout ce qu'ils savaient, c'est que chaque information était correcte, que chaque preuve était inattaquable, que chaque révélation était soigneusement documentée. Les autorités elles-mêmes ont commencé à recevoir des appels anonymes, des voix qui disaient « Regardez le fichier que vous recevrez demain, tout y est ». Les voisins de Suzanne l'observaient différemment maintenant. Ils voyaient cette femme âgée, seule, qui nettoyait les couloirs avec le même dévouement que toujours, et ils se demandaient, cette femme ordinaire, qui payait ses factures à temps et qui aidait les enfants à faire leurs devoirs, était-elle vraiment capable de cela? Était-ce possible? Impossible? Nécessaire? Un soir à la buvette du coin, un homme a dit à haute voix, quelqu'un a enfin fait ce que la police n'a jamais osé faire. Personne n'a répondu, mais tout le monde a écouté, et le silence qui a suivi n'était pas un silence d'indifférence, c'était un silence d'assentiment, un silence complice, un silence protecteur. Mais chaque acte de justice a un prix, chaque révélation une ombre, et la chute morale de Suzanne Moreau s'est produite en mars, 10 mois après qu'elle ait commencé sa croisade. Elle écoutait un appel téléphonique entre deux trafiquants, ses enregistrements, ses données, elle documentait. Elle avait oublié que parmi les criminels qu'elle surveillait, il y avait aussi des mères, des familles, des enfants innocents qui portaient le poids des péchés de leur père. Quand elle a remis les informations qui ont mené à l'arrestation de Michael Serfati, elle savait qu'il avait un fils, Mathieu, 12 ans, orphelin de mère, seul avec son père criminel. En une nuit, le garçon avait perdu la seule source économique qu'il connaissait. La maison où il vivait était devenue la cible des rivalités criminelles. 3 semaines plus tard, Mathieu a été agressé dans la cour de son école par les soldats d'un groupe concurrent qui voulait se venger de la chute de Serfati. 4 côtes cassées. Un traumatisme oculaire, Suzanne l'a appris par la radio communautaire du quartier. Elle s'est assise. Elle a pleuré. Pour la première fois depuis 3 ans, elle a vraiment pleuré. Elle a réalisé qu'elle n'était pas en train de purifier le quartier. Elle était en train de reproduire la douleur. Elle était en train de faire ce qu'elle détestait, blesser les innocents. Ce jour-là, elle a écrit quelque chose de nouveau sur un mur du quartier. Non pas une phrase de justice abstraite, mais une confession. Chaque acte juste porte en lui une injustice. Chaque victoire cache une défaite. Elle a visité Mathieu à l'hôpital. Elle lui a apporté des fruits et un livre. Elle s'est assise près de son lit et lui a dit « Je suis désolée d'avoir fait souffrir votre famille. Votre père a commis des crimes, mais vous n'aviez pas à payer. » Le garçon n'a pas compris qui elle était. Mais il a senti qu'il parlait à quelqu'un qui connaissait le poids du deuil, de la culpabilité, de l'impuissance. Pose et réfléchit, quand la justice tue l'innocence, peut-elle encore s'appeler justice? C'est à ce moment que Suzanne a changé son code moral. Elle avait juré de ne jamais plus laisser blesser les innocents. Elle avait compris que la vengeance, même quand elle se cache sous le masque de la justice, était toujours une vengeance. Elle n'était plus celle qui détruisait, elle était devenue celle qui choisissait. Ceux qui tombaient désormais, ce n'étaient que ceux qui n'avaient pas d'innocents dépendants, que ceux qui n'avaient pas d'enfants cachés, que ceux dont la chute ne créerait pas de nouvelles cicatrices dans le quartier. Elle a modifié sa liste, 12 noms ont été réduits à 9. Les 3 autres, les 3 pères de famille, les 3 hommes qui avaient des enfants en bas âge, ont reçu un message différent, pas l'exposition, pas la révélation aux autorités, un ultimatum personnel, quitter le quartier, abandonner la criminalité ou affronter les conséquences. Tous les 3 ont quitté Paris dans le mois qui a suivi, mais le travail de Suzanne Moreau n'était pas terminé parce que la vraie criminalité ne venait pas des petits trafiquants du 18e. Elle venait de plus haut, bien plus haut. Dans ses investigations, Suzanne avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Les 9 criminels qu'elle avait exposés ne fonctionnaient pas en isolation. Ils étaient tous connectés à une structure plus vaste, plus ancienne,
plus institutionnalisé, un réseau qui remontait jusqu'au niveau les plus hauts du gouvernement régional. Un politicien nommé Édouard Blanchard, adjoint au maire chargé de la sécurité, qui recevait des commissions du trafic de drogue depuis 10 ans, qui protégeait le réseau, qui bloquait les enquêtes, qui s'enrichissait sur la souffrance du quartier. C'est alors que Suzanne s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent n'était que le début d'une histoire bien plus large. Elle avait nettoyé le plancher, mais elle n'avait jamais touché au mur de la maison pourrie. Elle a commencé une enquête parallèle, elle s'est rendue aux archives publiques. Elle a demandé les budgets municipaux, les contrats d'approvisionnement, les versements vers des comptes privés. Elle a trouvé des inconsistances, des détournements, des contrats bidons passés à des entreprises de façade qui n'existaient que sur le papier. Tout cela menait à Édouard Blanchard. Pendant 4 mois, Suzanne a compilé un dossier complet. 1000 pages, des photocopies, des analyses, des diagrammes reliant chaque transaction à chaque crime. Elle n'a pas gardé ce dossier pour elle, elle l'a envoyé simultanément à 3 autorités, le Journal d'investigation nationale, Le Monde, la Commission d'éthique municipale et le ministre de l'Intérieur. Le 12 novembre, avant même que les autorités officielles n'agissent, elle a affiché une grande affiche dans le cœur du quartier. Une affiche qui ne disait que quelques mots, mais des mots qui changeaient tout. 4 jours plus tard, les journaux publiaient l'histoire. Une semaine après, Blanchard était arrêté à son domicile. Les autorités ont saisi les documents, une enquête officielle a été lancée. Aujourd'hui, Blanchard est en procès pour corruption, avec une probable condamnation à plusieurs années de prison. Le confrontement n'avait pas été violent. Il n'avait pas été sanglant, mais il avait exposé la pourriture du système. Il avait montré que la justice ne venait pas des autorités, que la justice venait de la ténacité d'une femme qui refusait d'accepter l'impunité. Pose et réfléchit, quand le système oublie qu'il doit servir ses citoyens, n'est-ce pas aux citoyens de rappeler le système à l'ordre? Aujourd'hui, Suzanne Moreau a 77 ans, elle vit toujours rue des Trois Frères. Elle sort toujours à 5 heures du matin, elle prend toujours son café seule à la buvette du coin. Les enfants du quartier continuent à l'appeler grand-mère Sue. Elle aide toujours l'épicier à monter les caisses. Quelque chose a changé, elle est devenue une légende. Les gens la reconnaissent, les journalistes l'ont contactée des douzaines de fois. Les producteurs de télévision veulent faire un film sur sa vie, elle a refusé tout cela. Elle ne cherche pas la gloire, elle cherche juste la paix. Le quartier a changé aussi. Les trafiquants ont abandonné les lieux, les enfants jouent maintenant dans les rues sans crainte. Les mères marchent seules après le coucher du soleil, les crimes ont diminué de 78% en 2 ans, il n'y a plus de taxes de terreur. Il n'y a plus de zones interdites, il y a juste un quartier qui respire à nouveau. Mais Suzanne porte le poids de ses actions. Elle voit les visages des hommes qu'elle a exposés quand elle ferme les yeux. Elle pense au garçon Mathieu, dont elle a involontairement causé la souffrance. Elle se demande si ce qu'elle a fait était juste, ou simplement une autre forme de violence avec un visage plus noble. Elle a dit une fois à un ami, « J'ai appris que la justice n'est jamais pure. Elle est toujours entachée de sang, d'innocence brisée, de regrets. Mais la question n'est pas si la justice est pure. La question est si l'absence de justice est plus pure encore. » Le cahier original, celui où elle a écrit les noms des criminels, est maintenant gardé au musée de la résistance du quartier. Pas comme un instrument de vengeance, comme un témoignage. Une preuve que quelqu'un avait le courage de dire non. Quelqu'un avait le courage d'écouter, d'observer, d'accumuler la vérité jusqu'à ce qu'elle explose dans la lumière publique. Des murs du quartier, les phrases de Suzanne sont progressivement effacées. Les ouvriers municipaux les couvrent de peinture grise et uniforme. Mais avant qu'elles disparaissent complètement, les enfants du quartier les photographient. Ils les partagent sur les réseaux sociaux, ils les écrivent dans leurs cahiers, ils les récitent dans les cours de récréation. Les phrases de Suzanne sont devenues une légende urbaine.
Un hymne silencieux à la justice populaire, à la rage des sans-voix, à la vengeance morale de ceux qui refusaient d'accepter l'impunité. On dit que parfois, tard le soir, les gens voient une vieille femme en manteau marron qui marche dans les rues du 18e. Elle tient un cahier. Elle écrit quelque chose. Elle laisse des mots sur les murs. Et le lendemain, on découvre une nouvelle affiche qui dit « La justice ne dort jamais ». Mais quand les journalistes viennent enquêter, la femme a disparu. Il ne reste que les mots, il ne reste que la trace. Peut-être qu'aujourd'hui, Suzanne Moreau continue son travail. Peut-être qu'elle s'est retirée, épuisée, vaincue par le poids moral de ses actes. Peut-être qu'elle attend, quelque part, que d'autres reprennent le flambeau. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Paris n'a jamais été le même après elle. Et chaque quartier qui souffre sous la botte de la criminalité institutionnelle, sait maintenant qu'il y a une possibilité, une femme ordinaire, un cahier, une détermination. Et c'est suffisant. C'est suffisant pour croire que le silence, parfois, peut être plus puissant que le cri. À travers cette histoire, nous avons appris que la justice ne vient pas toujours des institutions officielles. Elle vient des citoyens ordinaires qui refusent d'accepter l'impunité, qui documentent, qui témoignent, qui parle quand tout le monde préfère se taire. Suzanne Moreau n'était pas une héroïne de cinéma. Elle était une grand-mère qui avait eu assez de la souffrance. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a rappelé que chacun de nous a le pouvoir de changer notre quartier, notre ville, notre monde, alors abonnez-vous à notre chaîne, parce que d'autres vérités restent à révéler. D'autres silences attendent d'être brisés, d'autres Suzanne Moreau attendent de trouver leur voie. Restez avec nous. La justice, elle, n'a jamais cessé de nous regarder.